Ensemble, vivons le bonheur d'Algérie. Ensemble, apprécions les couleurs d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Bien bonjour, nous sommes en direct à partir d'Alger, ravis de vous retrouver pour un nouveau numéro du Bonjour d'Algérie. Bon réveil à toutes et à tous, comme à chaque fois, bien votre matinale sera riche, des thématiques variées, et puis nos chroniqueurs habituels seront au rendez-vous avec des reportages également pour illustrer tout cela. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h et au sommaire bien sûr de ce dimanche 13 juin. Tout d'abord Yazid Atmahidine qui continuera de nous faire découvrir l'étendue de l'œuvre du grand écrivain Mohamed Dib. Et ce matin, pour aujourd'hui, bien nous parlera du dictionnaire amoureux de l'auteur. Juste après la rubrique Savants et chercheurs avec Ahmed Grigassin qui reviendra sur la brillante carrière du grand journaliste de la presse sportive, une véritable source d'inspiration pour nos commentateurs. Nous parlerons histoire par la suite avec notre premier invité. Il s'agit de Asdin Gerfi. Il est président de l'association des Amis de Megrassen, une association qui est plus que jamais engagée justement pour la préservation des monuments historiques du côté des Aurès. Et vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes à la veille de 2 examens, donc du début des examens de fin d'année, et un inspecteur du ministère de l'Éducation sera là pour nous en dire un peu plus, pour nous expliquer ce qui est prévu pour garantir le bon déroulement de ces 2 rendez-vous, donc à savoir le BEM qui commencera mardi prochain, donc dans 2 jours, le 15 juin, et puis le baccalauréat à partir du dimanche prochain. Donc on parlera de ce qui est important pour les élèves, mais aussi pour leurs parents. Et pour finir, nos 2 derniers invités seront des passionnés du monde animal. Elles s'appellent Yasmine et Haïfa, toutes 2 représentent une association qui protège les animaux, protection des animaux, et elles font un travail remarquable sur le terrain. Nous vous en dirons davantage tout à l'heure. Évidemment, restez avec nous, mais avant, vous le savez, c'est votre premier journal météo de la journée. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, Aynama Kuntum. Les nouvelles du temps, c'est avec Friel Chir comme tous les dimanches. Bonjour Friel. Bonjour Abonour. Une petite voix. Oui. On est 2. Exact, c'est la période. C'est la période. En tout cas, on espère que les températures seront élevées. Oui, Inch'Allah. Tout d'abord, bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent ce matin. Excellent réveil à vous tous. En effet, aujourd'hui, le temps sera ensoleillé sur pratiquement toutes les régions du nord, excepté vers l'ouest. On notera un ciel souvent variable, chargé de nuages, avec possibilité de quelques pluies. À signaler aussi des orages à l'intérieur centre. Beaucoup de brouillard le jour près des côtes est, puis le temps sera dégagé vers le centre et l'est. Sur la partie sud, à présent, on notera un ciel variable au sud-ouest, au nord Sahara, orageux au sud des oasis avec des soulaments de sable vers ces régions. Ailleurs, le soleil prendra beaucoup de place. À noter aussi des soulaments de sable vers l'extrême sud, remontant parfois jusqu'au Sahara central. Les températures, les voici. Eh bien, elles seront de saison les maximales. On relèvera cet après-midi 39 à Relisen, 27 à Nabaskikda, 31 pour Alger, il fera 29 à Oran, 32 Al-Bayat, 31 Djilfa, 30 à Batna. Sur la partie sud, entre 44 et 45 degrés au Sahara central, entre 45 et 46 pour l'extrême sud, et c'est le maximum pour aujourd'hui. 38 Tamanrasset, 36 Janet, Ledjilal aussi, et enfin 39 à Élysée. À présent, voici l'état de la mer. Cet après-midi, nous aurons une mer belle à peu agitée vers l'ouest et le centre, avec des vents modérés qui varient entre 10 et 20 km/h à l'ouest, entre 20 jusqu'à 50 km/h au centre, une mer belle près des côtes est, entre 20 et 30 km/h concernant les vents. Aujourd'hui, le soleil, plutôt avant de nous quitter, place ce matin à l'Amérique du Nord. Aujourd'hui, le soleil aura du mal à s'installer. En effet, le temps sera couvert pratiquement partout. Un temps souvent nuageux à Montréal, à New York, Washington, pluvieux aussi à Mexico, un temps passagèrement nuageux à Dallas,
dégagé pour dégager en Californie et enfin couvert à Vancouver. Côté température, 29 pour Washington, 27 degrés à Montréal, 23 pour New York, 36 à Dallas, 22 Mexico et enfin 28 en Californie. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 20h07. Vous avez toujours le site de Météo Algérie, les 3 w.météoalgérie.dz. Merci pour votre présence. À tout à l'heure. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Températures donc qui seront clémentes à notre plus gros bonheur, j'ai envie de dire, même malgré ces quelques pluies par endroits. Exact. Merci Féliel, on vous retrouvera après les éditions de midi et celle de 19h. Belle journée à vous. À vous aussi, à tout à l'heure. Merci beaucoup, on entame votre matinée avec de la musique. C'est l'heureux duo avec Cheb Mami et le chanteur de rock britannique Sting, La Rose du désert. Agréable réveil sur Canal Algérie. Comme annoncé, c'est avec vous Yazid qu'on va commencer. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va et toi? Très bien, bon week-end. Ouais, ça va. Un peu chargé. Alors on poursuit avec vous, Yazid Et Mahiddine, la découverte de l'œuvre de Mohamed Dib. Et on s'intéresse ce matin, comme on l'avait annoncé au sommaire, donc au dictionnaire amoureux de l'auteur. Oui, on a essayé de trouver des éléments, des symboles un peu dans la littérature de Mohamed Dib, donc comme par exemple le soleil, la lumière, le désert, l'aspect fragmentaire du texte, l'enfance. On a essayé de chercher un petit peu des éléments comme ça, comme par exemple la lumière ou le soleil. Il est très présent dans l'œuvre de Dib. D'ailleurs, j'avais lu une thèse d'une grande linguiste et spécialiste de l'œuvre de Mohamed Dib. Je pense c'est Qara Mustafa. Oui. Je pense. Elle a écrit par rapport à la lumière, donc l'inspiration, l'une des influences de Mohamed Dib et je pense un travail remarquable sur le fait que Mohamed Dib s'est inspiré en fait, de la gnose mystique où l'on dit qu'en fait l'être humain n'est qu'un dépôt sur cette terre, qu'il est une partie de la lumière de la divinité. Et toute cette lumière, il y a eu une déperdition de cette lumière parce que l'être humain, ou l'homme, est devenu en quelque sorte exilé, gharib dans cette terre. Il est en quête de cette lumière. Donc toute sa vie est une quête de cette lumière. Une quête infinie, puisqu'au final, au niveau, enfin, quand on voit les œuvres, au niveau des œuvres, des ouvrages de Mohamed Dib, il n'y a aucun résultat voulu. Absolument. C'est-à-dire que elle essaye donc l'œuvre de Dib, donc à travers le travail de Mustafa Qara, donc elle tente également de rappeler qu'il est dans la quête du signe et du sens. Et que beaucoup de personnages font référence à la lumière. Ibn Zohar, c'est un rapport à la lumière. Radia, qui est un personnage aussi de Cours sur la rive sauvage, c'est l'irradiation, ça a un rapport à la lumière. Arfiya ou Afia, l'Afia aussi en arabe veut dire le feu. Donc il a travaillé sur cette question de la lumière, même dans la trilogie nordique, que ce soit le personnage Waed, pas Sommeil d'Ève, mais de Terrasse d'Orsol, est complètement terrassé, harcelé par cette lumière qu'il essaye d'éviter, parce qu'il était là à la recherche d'une fosse où il rappelle un peu cette humanité oubliée, cette humanité prise au piège par une modernité, une fausse modernité.
Donc, je rappelle que l'un des mystiques qui ont inspiré l'œuvre de Dib, c'est Zohawardi. Donc, Zohawardi, qui est l'un des grands mystiques musulmans, qui fait un peu la jonction entre la philosophie platonienne et la mystique musulmane, notamment du côté de la Perse et du côté de toute l'Asie. Donc ce travail sur la lumière, sur le fait que l'être humain n'est qu'un dépôt, d'ailleurs elle rappelle une sourate où le bon Dieu rappelle que l'insan a osé prendre sur son dos ce dépôt, cette amana. Donc il rappelle un petit peu ce travail et que en fait l'homme est un exilé sur terre, gharib, et dans cette errance et dans cet exil, il tente de retrouver cette lumière et de faire jonction avec la lumière qui est en lui et qu'il a perdue, qu'il y a une déperdition. Donc en fait, en général, le travail sur la lumière, sur le soleil, le travail sur le désert, parce qu'il rappelle aussi que tout est dans la trace, parce qu'il rappelle al-atlal, c'est-à-dire que nous sommes dans cette terre et on essaye de retrouver notre trace qu'on a laissée. Et puis par rapport à l'aspect fragmentaire, c'est que son œuvre, une partie de son œuvre est marquée par la rupture et par la discontinuité. Il n'y a pas une linéarité parce qu'il travaille aussi sur un autre temps. Ce n'est pas le temps barthien, mais c'est un temps plus ou moins celui des rêves, celui de la discontinuité. Donc c'est pour ça que certains chercheurs et certains spécialistes de Mohammed Dib rappellent ce travail sur la discontinuité et ce travail sur la fragmentation. D'ailleurs, même le grand écrivain Katib Yassine travaille aussi sur le fragmentaire. Illustré dans un lexique bien sûr bien précis. Absolument. En tout cas, ouais, ça illustre bien en tout cas la force des mots de l'auteur et leur influence même au-delà de la littérature. Absolument. Donc voilà en quelque sorte les éléments dont je voulais parler aujourd'hui. Mais nous voulons aujourd'hui innover avec notre grande animatrice Laïber. J'ai peur, quand vous parlez d'innovation, j'ai peur. On voulait faire juste un petit quiz pour essayer de faire du rattrapage. Un quiz. Voilà, un quiz, et on va essayer de vous poser quelques questions. Nous allons demander au maestro Hanan de nous envoyer... J'ai droit à des jokers ? On va voir. L'appel à l'ami, le vote du public. Vous pouvez googler aussi. Hein. La connexion n'est pas très... Elle est un peu lente ce matin, la connexion. Voilà. Donc on va commencer. Valo. Valo veut dire en finnois un chat, une orange ou la lumière. Même mon stylo, c'est quoi? Alors, la lumière. Bien. On parlait tout à l'heure de lumière et je sais que l'auteur est adepte de clair-obscur. Je me suis dit... Valo, on le retrouve dans Nuit de marbre où la petite Lilibelle prononce Valo, Valo. D'accord. Donc la deuxième question. Il y a une note à la fin? Juste pour savoir. Ah oui, il y a une note, bien sûr qu'il y a une note. D'accord. Le Médresse, ce site qui se situe à Tlemcen, est le nom d'un café, d'un marché ou d'une librairie. La musique en fond là. Alors Alors, elle m'adresse, c'est ça? Le Médresse, est-ce que c'est un café, une librairie ou un marché? C'est à Tlemcen, ça? C'est à Tlemcen. Medresse égale à Al-Isaria, non? C'est une petite ruelle, c'est un marché. C'est une petite ruelle qui donne sur un marché. Oui, absolument, c'est un marché. Mohammed Dib, on parle dans le talisman, on parle dans Tlemcen ou les lieux d'écriture, on parle même dans, je pense, la grande maison. Oui. Donc voilà, après. La troisième question. Le Refuseau est une nouvelle racontant la vie d'un rappeur,
un taxieur algérois ou un balayeur africain qui subit de plein fouet la discrimination raciale? Le refuseau. Le refuseau. Le refuseau, j'en ai aucune idée. Je peux appeler un ami? Ah, le refuseau. Un heureux Oui. fuseau. Oui, j'ai compris, mais j'en sais rien. Alors, c'est une nouvelle de Mohamed Dib ou pas? C'est une chronique, enfin c'est une nouvelle de Mohamed Dib Ah, c'est pas de ma faute. Oui, C'est vous qui n'avez pas abordé cette thématique. Mais si, oui, mais si. Si vous l'aviez abordé, Oui, j'en ai abordé 2 fois. Vous êtes en train de dire que je suis pas attentive à ce que vous dites. Alors, j'aurais Le dit... refuseau. Après, lui, il fait un jeu de mots, il dit le refuser. D'accord, ok. Est-ce que c'est la vie d'un rappeur, un taxieur algérois ou un balayeur africain qui subit de plein fouet la discrimination raciale? J'aurais dit la vie d'un rappeur, je sais que Mohamed Dib... Oui, c'est vrai? C'est juste? Non, Non. c'est le balayeur africain, le pauvre, C'est logique. Ouais. qui arrive. Le pauvre est un alphabète, mais très gentil. Il est là, il fait toutes les... 3 fois, il est en train de balayer 3 fois la rue. Il tombe avec un Nez à nez avec... un raciste qui le traite de tous les noms, et le pauvre il pense qu'il lui dit des choses intéressantes alors qu'il ne comprend rien en fait, il ne comprend pas le français. le refuser. Le refuser, voilà. Le refuseau, Le très bien. refuser. C'est fini? La dernière, c'est le nom du premier éditeur de Mohamed Dib. Est-il John Cayrol, Albert Camus ou Emmanuel Robles? John Cayrol. John Cayrol, Jean Cayrol, ok. John Cayrol, Albert Camus ou Emmanuel Robles? Alors, Emmanuel Robles, je sais qu'il est d'origine espagnole. C'est tout ce que je sais. Non, je plaisante. Je sais qu'il avait connu Albert Camus à ses tout débuts, Oui. tout comme Jean Cayrol. Oui. À tout hasard, j'aurais dit... J'hésite entre Emmanuel Robles et Albert Camus. C'est John John Cayrol, Cayrol. voilà. C'était l'éditeur c'était le responsable des éditions Le Seuil. Et c'est lui qui lui a offert la première fois la possibilité d'éditer la trilogie Algérie. Et c'était lors des rencontres de Sidi Madani dont j'ai parlé. Mais tu sais, hein? Non, non. Vous dites tellement de choses à un moment donné, il faudrait les noter. Non, mais par contre, j'ai la moyenne. J'ai deux réponses. Ça va, sur ça va. 4. Ça va, en tout Ça cas, va. merci. Ben oui. Et là, j'ai, toujours dans l'innovation, j'ai essayé Pas vrai encore, ça finit d'improviser un petit slam dédié à la littérature de Mohamed Dib. Ça y est, vous l'avez écrit vous-même? Oui, moi, j'ai essayé, mais je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Mais maintenant, avec la musique, on va essayer de... Allez-y. Allez-y. Régis, s'il Alors, vous plaît. musique. Hanan. On commence. Je vous ai apporté le tout poétique. La poésie, c'est cool, c'est antique. Un cahier scindé en 3, où la poésie dicte sa loi. Cayrol, où la poésie dicte sa loi. Un coup de cœur pour Cayrol, pour les has-been et la génération LOL. Une pause pour Dieu en barbarie, et refuser pittoresque et le safari. Saisir le cosmos et vivre plein dans l'osmose. Lire et relire Dib et dire ne serait-ce des bribes. Vers et vers à l'envers, l'ivresse retrouve son verre. Se fondre dans l'absolu, au diable les hurluberlus. Bravo. J'ai adoré la génération. Saisir le cosmos et vivre plein dans l'osmose. Lire et relire Dib et dire ne serait-ce des bribes. Vers et vers à l'envers, l'ivresse retrouve son verre. Donc ça vient de vous, on est d'accord? Bien sûr que ça va. Alors j'ai juste une question, vous avez mis combien de temps pour les rimes, pour tout simplement ce slam? Je pense que je l'ai écrit d'un trait, c'est rapide, c'était l'inspiration Qu'est-ce qui vous a inspiré? Je préfère ne pas le savoir. Voilà, et puis nous avons également la carte postale. J'ai choisi une carte postale que j'ai transmise à notre ancien collègue Mohamed Kharoubi, qui faisait avec nous la rubrique Eureka
pour les inventeurs et les innovateurs. Ah, c'est bien ça. C'est Mohamed Kharoubi de Khmis Miliana, donc le texte. Qu'il apprenne d'abord qu'il est ce garçon, il deviendra pour lors l'olivier en la plénitude de sa floraison, l'arbre dont les racines plongeront profond dans cette terre. Et j'ai choisi Tim Gad parce que après nous allons recevoir un grand monsieur qui a beaucoup travaillé sur la préservation du patrimoine, notamment le Madrasen, c'est Azdin Gelfi. Et il y a eu un résultat, c'est que tout l'espace aurassien sera classé donc parc national et culturel. Voilà. En tout cas, Madrassen, on est d'accord que ça vient du mot, du nom du roi numide Madrassi, pour ceux qui ne le savent pas. Oui. Voilà. Donc après, avec M. Gelfi, je pense qu'il va développer un peu plus par rapport à cette thématique du classement des Aurès comme parc naturel et culturel. Et pourquoi pas le classer parmi les monuments historiques de l'héritage mondial de l'UNESCO. Les monuments historiques les plus en danger aussi, à travers le monde. Les 100 monuments les plus en danger. En tout cas, on en parlera. Si tu veux, Yazid, tu pourras être parmi nous sur ce plateau. Non, quand il y aura M. Gelfi, donc je pense... À ta guise. C'est lui le spécialiste, voilà. Merci Yazid Abdelhadi, merci pour toutes ces innovations, j'ai envie de dire. Ça va, ça passe. La prochaine fois, j'aimerais bien être briefé pour le quiz. Le quiz, hein. Ça va, ça va. Bah, 2 réponses sur 4. 2 sur 4, ça va. Merci Yazid, on vous retrouvera donc dimanche prochain pour découverte d'une autre œuvre, un autre ouvrage de Mohamed Di. Merci beaucoup. Alors avant de retrouver, chères mesdames, mesdemoiselles, messieurs, avant de retrouver votre rubrique Savants et chercheurs avec Ahmed Gelgassen, jouez en compagnie de cette boucle d'images. On revient juste après dans un court instant. Et nous avons le plaisir d'accueillir Ahmed Gelgassen. Bonjour Ahmed. Bonjour Nour, bonjour. Comment ça va? Alhamdoulilah. Un bon week-end j'espère. Oui bien sûr, enfin. Vous allez nous parler ce matin de Rabah Si Abdallah, donc ancien journaliste. Saadallah, exactement. Si Abdallah, donc ancien journaliste, auteur de plusieurs ouvrages, exactement, spécialisés dans le sport particulièrement. Oui, en fait, il paraît qu'il a obtenu la première carte de journaliste, la carte numéro 1, juste après l'indépendance. C'est lui qui l'a eu. Donc, pour vous dire l'authenticité du bonhomme, c'est un travail. Rabah Saadallah, en fait, vous allez me poser la question pourquoi Rabah Saadallah, bien qu'il, quand même, c'est un chercheur en histoire, bien sûr, il a fouiné, il a fait beaucoup de travaux, mais le choix est fondé tout simplement sur une simple raison. En fait, 2021, c'est le centenaire du Mouloudia. Et à vrai dire, on est un peu surpris que jusqu'à présent, il n'y a pas eu de célébration, donc ni de la part du Mouloudia, ni de personnes. De la part des supporters. Enfin, les supporters, ils attendent. Là, moi, je connais des gens, ils attendent quelque chose, mais il n'y a pas de célébration. Et personnellement, j'ai peur que l'année ne passe sans que rien ne se passe. Oui. Et ça serait dommage. C'est quand même le premier centenaire de l'un des plus grands piliers du mouvement national algérien, c'est le Mouloudia. Et c'est en
en partie grâce au Mouloudia que plein de choses se sont faites. Donc, dans quelques années, on va célébrer le centenaire de l'USMA, le centenaire de Jamaït al-Ulama, le centenaire de l'association Mousselia. Et dans toute cette histoire, Octave boxet. J'ai pas boxé. J'ai un grand-père, Noé Grégassien, donc lui, il était boxeur. Donc on dit qu'il a même boxé avec Marcel Cerdan. D'accord. Oui, exactement. Parce que dans tous les quartiers, il y avait des terrains vagues et les gens boxaient. Il y avait Ali Lapointe était un boxeur qui était dans mon quartier à Djenampoul, donc il boxait avec et il faisait passer les jeunes, donc il y avait plein de boxeurs qui sont passés par là. Au début c'est des amateurs, en fait ils faisaient dans le quartier, puis ils deviennent amateurs, puis ils rentrent et puis ils rentrent dans la boxe. Et justement, Yazid me rappelait un peu la fameuse phrase du documentaire qui a été fait par Rabih Saadla sur la boxe, l'histoire de la boxe, et la fameuse question Wesh min aam qui posait à tous les boxeurs qui passaient. Il y avait Bob Omar, il y avait Bob Youssef, il y avait les grands noms de la boxe algérienne. Et tout ce qu'a fait Rabih Saadla ne doit pas passer inaperçu. C'est quelque chose de très important parce qu'il a écrit la mémoire du sport et en partie, il a écrit une bonne partie de la mémoire du nationalisme algérien parce que tout ce que faisaient les Algériens à l'époque, c'était pour s'affirmer, pour montrer leur identité, pour se distinguer et surtout pour trouver le moyen de cogner un peu le Gaouri qui était l'oppresseur. Donc ils avaient le moyen, où est-ce qu'ils pouvaient se battre dans les normes, c'était dans les rings, c'était dans les stades, c'était en organisant un gala, des choses comme ça, c'était dans le cyclisme notamment, dans l'athlétisme, et c'est comme ça que les Algériens se sont affirmés. Quand ils sont mesurés aux colons, ils l'ont battu qui sont passés par la suite à la révolution, à la guerre, ils les ont encore une fois battus. Donc c'est tout ça que permet de voir Rabih Saadla, donc tout ce qu'il a fait pendant toute sa carrière. Donc lui, il travaillait dans la banque, donc c'était un pigiste dans les journaux, et il s'amusait à écrire donc sur les gloires, bien sûr, de l'équipe du FLN, sur les fameux boxeurs, sur les grands joueurs de football, sur la gymnastique algérienne, comment elle a commencé. Et il a pu sauvegarder la mémoire de ces gens. Il y a des gens qu'on voyait, il vous parle donc directement dans l'introduction de son livre sur le Mouloudia, il vous parle d'un certain Ben Mahmoud, Omar Ben Mahmoud, qui est le fondateur du sport en Algérie, donc en 1880-1870, donc c'est un bonhomme qui s'est consacré à ça. Donc on se dit, oh, mais c'est un nom qu'on ne connaît pas, c'est un nom qu'on a oublié, mais lui, il a su garder en mémoire tous ces noms. Donc vous prenez n'importe quel livre de Rabih Saadla, vous allez trouver des centaines de noms. Oui. Donc c'est ça le génie de Rabih Saadla. Donc il a une scolarité normale, il est né en 1927, il est décédé en 2005. Heureusement on lui a rendu hommage avant son décès. C'est l'association Oulad al-Houma qui lui a rendu hommage en 2003, je crois. Et heureusement que quand même il est parti un peu heureux parce que son travail, on peut le qualifier d'une qasida, c'est le bit au du chabi algérien. Est-ce que la jeune génération connaît aujourd'hui Rabih Saadla? Je crois que non, parce que j'ai montré son livre sur le Mouloudia à des jeunes de mon quartier qui sont fervents supporters du Mouloudia. Là, on voit en photo Rabih Saadla, le Grouabi avec Amir Kherdin, Bistanji, Arbit ou l'Amro. Donc, et puis il y a une photo qui va passer, il est avec Cheikh Mohamed Lanqa. Là, c'est le jour où l'association Oulad al-Houma lui a rendu hommage avant son décès. Donc, vous voyez, lui avec Abtouche de la JSK, donc tout le monde était là, tout le monde les a honorés, il était tout content parce qu'il était malade, il savait que c'était ses derniers jours, donc c'est quelque chose d'important. Là, vous voyez, donc on le voit avec Cheikh Mohamed Lanqa en train de prendre note, parce que il était conscient de l'importance de mémoriser la vie de ces gens, de les garder en mémoire. Et l'un de ses premiers livres, justement, c'est la vie de Cheikh Mohamed Lanqa. Donc, vous l'avez entre les mains. C'est un livre, et c'est pratiquement il y a que lui. Et il y a aussi un autre qui a écrit un livre, Diqa ou Riqa fi Kalam de Cheikh Mohamed Lanqa, Ben Omar, ou je ne me rappelle plus de son nom. Donc, personne ne s'est intéressé à la carrière de Cheikh Mohamed Lanqa. C'est en lisant le livre de Rabih Saadla qu'on se rend compte que Cheikh Mohamed Lanqa a été poète. Il a écrit 313
poèmes qu'il a laissés, bien sûr. Il a été aussi un génie, il a inventé le mandol. C'est lui qui a inventé le mandol, il a inventé quand même un instrument. Dans l'histoire de la musique arabe, on ne connaît que deux inventeurs. On connaît le Farabi qui a inventé le qanoun et on connaît le Hajj Mohamed Lanqa qui a inventé le mandol. Oui. Le reste, on ne sait pas qui a inventé les autres instruments. À vrai dire, ces grands hommes ont un peu quelque part écrasé les autres, voilà, de par leur talent. Non, ils n'écrasent personne. Donc, c'est des gens qui ont du génie, ils écrasent par leur génie, ils écrasent par leur mérite, ils n'écrasent pas comme ça, c'est pas une autorité, c'est la force de l'autorité, pas l'autorité de la force, c'est pas la même chose. Et puis il a introduit aussi le piano dans l'orchestre Chaabi. Oui, donc il a rénové le Chaabi, il a fait, parce que quand il a hérité de l'orchestre classique, il y avait que quelques instruments qui étaient, donc il s'est adapté, il a modernisé l'orchestre. Et tout ça, on n'en aurait aucune information s'il n'y avait pas des gens, un homme comme Rabah Saadallah qui a su et qui a fait le travail. Parce que j'ai vu dans l'une des quelques notes que j'ai trouvées sur Internet sur lui qu'il se déplaçait avec ses propres moyens, donc peut-être pendant les week-ends, donc il passait les nuits dans les hammams quand il n'y avait pas d'hôtel, donc il prenait un sandwich garanteta parce qu'il n'y avait pas de restaurant dans des contrées perdues pour rencontrer des gens qui ont été acteurs de certains faits historiques et il allait prendre leurs témoignages. Et déjà, c'est l'un des premiers à faire des documentaires dans la télévision algérienne, donc notamment sur l'histoire de la création du Mouloudia, sur le cyclisme algérien et sur la boxe que Yazid, notre ami Yazid, aime tant. Donc tout ça, les livres sont disponibles, donc ceux qui sont intéressés par l'histoire du sport. C'est les livres il a laissé 5 livres. Le premier, c'est sur la carrière de Hajj Mohamed Lanqa. Il a écrit sur le Mouloudia, sur la glorieuse équipe du FLN, et sur la boxe, et sur le cyclisme. Donc, c'est un travail. Et il partait voir les gens. C'est le travail. C'est pas un travail académique où on va chercher des références, on trouve une bibliographie, vous allez dans les bibliothèques, vous prenez, tout est fait, on a les photos, tout est classé, tout est organisé. On ne fait pratiquement que classer les événements et un peu les relier les uns aux autres et écrire un livre. Non, c'est un travail de recherche. Donc, il va voir les acteurs principaux, oui. Donc il leur demande leurs propres documents, leur palmarès, leur CV, et puis il retrace tout ça. Donc, c'est des mines aussi pour les chercheurs qui s'intéressent à l'histoire de... c'est grâce à des gens comme lui, oui. Comme Cheikh Mouhiddine Bachtarzi, qui s'est rendu compte de l'importance du théâtre. Donc, quand il a écrit ses mémoires, c'était pas que pour lui-même ou pour... Non, c'est aussi les mémoires du théâtre algérien. C'est très important. Donc voilà un peu en gros l'œuvre et l'impact de Rabah Saadallah. Et puis à la fin, on dit qu'une semaine avant son décès, il disait je sais que je suis au bout du rouleau, je n'ai pas peur de la mort, j'ai peur de l'oubli. Donc c'est ça un peu, comme on dit dans le Chaabi, dans l'Iqsida, bit slam. C'est ça la signature de... donc il a consacré sa vie à la mémoire des autres, tout en ayant peur de ne pas rester qu'on l'oublie, oui. Qu'on ne reste pas dans la mémoire. En tout cas, c'est loin d'être le cas. Bien sûr, heureusement que non. Donc, son œuvre est là, donc il ne sera jamais oublié. Et justement, grâce à lui, que nous fêtons dans notre rubrique du Bonjour d'Algérie le centenaire du Mouloudia. Et j'espère que ce ne sera pas l'unique et seule célébration du centenaire du Mouloudia. En tout cas, merci beaucoup, Ahmed Gagassin. Alors, Ahmed, vous restez avec nous, répondez juste à cette question. La presse sportive est souvent associée au football. Est-ce que c'est injuste, c'est une erreur ou quelque part c'est l'impression que c'est injuste envers les autres disciplines sportives? Non, mais c'est pas vrai. Ouvrez un peu la fin le contenu du livre, vous allez voir le plan du travail. À la fin, la dernière page, vous allez voir que là, il associe tout. Donc, il parle, voilà, c'est ça, le table des matières. Oui. Et vous allez voir qu'il y a la création, bien sûr, du club de foot. Il y a aussi la natation, il y a la gymnastique, il y a l'athlétisme, il y a le cyclisme, il y a toutes les sections, le basketball. Oui. Donc, tout ça, il a retracé. Donc, parce que tout ça, été entremêlé. Donc, on voyait, par exemple, les mémoires de Messid Ali Abdelhamid, donc lui qui était dans le
le PPA, donc il était dans le mouvement national, mais il était aussi gymnaste, il était aussi... C'est des gens qui faisaient tout. Donc il y a certains qui étaient musiciens aussi dans le Mousselia, qui se retrouvaient à faire de la boxe aussi par la suite. Et lui, vous allez me dire que c'est entremêlé, mais ça s'est créé comme ça, c'est ça. Parce qu'il y avait des liens organiques, donc ils étaient partout. C'est des gens qui étaient actifs, et ils avaient beaucoup de centres d'intérêt, ils activaient. Donc, et lui, il n'a pas sous-estimé l'importance de ces différentes facettes. Donc, dans ses livres, il retrace tout ça. Donc, il le dit, donc il y a aussi mon ami Hamid Tahri, quand il fait la biographie d'une vieille dame de Khatim Souda, je crois, Salhi, si je me rappelle bien, de la Kasbah. Donc elle lui racontait, c'est une centenaire, il lui disait, quand vous avez Bob Omar qui gagnait dans le ring, c'est toute la Kasbah qui vibrait. Oui. Quand vous avez le Mouloudia ou le Galia qui gagnait contre une équipe de colons, donc vous avez toute la Kasbah et toute l'Algérie qui vibrait. Et comme, par exemple, la création du Mouloudia, il y a aussi, on a créé d'autres clubs au nom du Mouloudia, et c'est grâce à la Mouloudia. Donc il y a le Mouloudia d'Oran, de Moustaganem, de Saïda, parce que c'est en hommage un peu à ces précurseurs, à ces leaders du football algérien et du mouvement national, il ne faut jamais l'oublier. Le Mouloudia n'appartient pas au club, le Mouloudia fait partie du mouvement national algérien. Donc si on n'est pas à la hauteur de la mémoire du Mouloudia, c'est qu'on n'est pas à la hauteur ni du public à le Mouloudia, ni de son histoire, ni de son palmarès, exactement. Parce que c'est quelque chose de très important. C'est le centenaire, il ne faut pas que ça passe juste comme ça, on a un clin d'œil, une date comme les autres, on va faire peut-être une journée. Non, c'est un centenaire. Tout à fait. Alors aujourd'hui, le parcours de ce grand journaliste, ancien journaliste, auteur de plusieurs ouvrages, notamment dans le domaine du sport, est-ce qu'on étudie ça à l'école? Je ne sais pas. Je ne sais pas et je ne crois pas. J'ai pas vu ça. Je ne crois pas qu'on y. Je ne sais pas. On y fait référence. Mais quand même, les gens, les passionnés de foot, les passionnés de sport, donc connaissent l'œuvre de Saadallah. Et ceux qui ne connaissent pas pourraient par exemple aller sur YouTube, ils vont trouver au moins le documentaire qui est sur la chaîne justement YouTube de l'ENTV sur l'histoire de la création du Mouloudia. Justement, le livre sur l'histoire de la carrière de Cheikh Mohamed Al-Anqa, dont je suis fier, m'a été offert par le petit-fils de Cheikh Mohamed Al-Anqa, donc que je salue. C'est un privilège. C'est un ami Salim que je salue, je profite de l'occasion. Et voilà, donc vous voyez, tout s'entremêle et tout revient. C'était juste un homme qui était motivé par le travail journalistique. Il avait une carrière en parallèle, mais c'était un passionné. Un passionné, un homme très intelligent. Il savait l'importance des choses, qu'il a su nous transmettre toute cette histoire, tout ce passé glorieux, que ce soit du Mouloudia ou de la boxe ou du cyclisme, et ça fait partie de nous. Et en lisant les livres de Amir Rabah Saadallah, on se rend compte que l'Algérien est un battant. L'Algérien est un battant et il a une chose, bien sûr, qui ne va jamais négocier, c'est sa fierté et sa liberté. Ça, c'est sûr. Exactement. Et c'est très important pour qu'on se reconnaisse, parce que des fois, on s'oublie. Oui. On s'oublie parce qu'on est porté par plein de choses dans la vie, et on s'oublie. Mais là, en revenant, on revient à l'essentiel. C'est grâce à des travaux comme ça. En tout cas, j'espère que plusieurs personnes auront envie de lire plusieurs de ces ouvrages, notamment celui-là, Les Splendeurs du Mouloudia, donc 1921-1956, écrit par Rabah, donc Saadallah. Merci beaucoup. Saadallah, voilà. Merci Ahmed Gadarski, merci. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour la découverte, redécouvrir bien sûr d'autres hommes d'exception qui auront quelque peu en tout cas marqué d'une manière ou d'une autre l'histoire de notre pays. Merci à vous, belle journée. Amis du matin, je vous propose à présent de suivre ce portrait d'un artisan. Il s'appelle Sahnoun, il est signé Feri Al-Hamdi. On se retrouve juste après. C'est à la basse Kasbah, dans l'antique quartier de Zoujayoun, que se trouve la caverne d'Ali Baba, ou bien la caverne de Mohamed Sahnoun, qui remémore l'art de vivre, plein d'enseignements du passé d'Alger, des Beni Mezrana, ainsi que l'éclat et le faste de l'Empire ottoman. هي مهنة شوية وعرة أكثر من اللي يخدمها بالك سهلة على اللي يطم هذا الشيء، خاطر هذا الشيء راه مضر شوية في الشرق شوية في الغرب شوية في حنا نتعبوا بزاف باش نجيبوا هذا الشيء هذا، فهمتي؟
كاين دي فامي عندهم العجب، عندهم العجب مام هنا في البلاد في الجزائر، في وسط البلاد عندهم العجب هنا في الجزائر. كاين في تلمسان ثاني الدخلي لدارو عنده متحف كبير كاع، بصح هو شنو ما يبيعوش، مي ان شاء الله برك يدربوا ولادهم تسمى على هاد التحف، يولفوهم هما ثاني يتهلاو في هذا الشيء، لخاطرش التحف هادو نورمالمون مام بنادم يفقر ولا ما لازمش يبيع. La devanture est ornée d'ustensiles, des porteurs d'eau qui étaient pour la plupart originaires de la région des Ibans, les Biskris, ou les employés aux fontaines publiques de Bir Djebbah et de Sidi Mohamed Cherif. القلل الكبار هذوك كانوا يعمروا بهم الماء، والصغيورين كيما هذه كانوا يدوهم العجايز الجبانه، كيروحوا الجبانه خاطر علاش كانوا محضرين يدوهم معمرين بالماء باش يفرغوا الزوا واش يشربوا في القبر تاع الميت. هذه حكايه القله. هذاك البسكري عمي السبتي يقولوا له، هما كاع ساكره. عمي السبتي كان كيفاش نقول، كان انسان محبوب بزاف، خاطش هو كان ثقه بزاف. حنا والدينا كاع كانوا يحملوا في باب الزياره، اللي يقول لك بابا كان طبيب يكذب. هما رامي رجال خدامين، هو على باله المراه شحال تسحق في الدار، ما تشوفوا ما يشوفها، عندها 3 قلات ولا 4 يعمرهم يحطهم لها يفرغهم لها وين يروح. Selon M. Sahnoun, l'exercice de la dinanderie est devenu aisé depuis que la machine-outil a remplacé la main de l'homme. Tous ces objets traditionnels renferment une mémoire vivante et grandiose pour notre génération. هذا في الحقيقة كان زمان بخارة في وقت العثمانيين، كانوا يتحط في وسط الدار واللي ينوض بكري بجمرة شوية بخور حاجة واعرة، ماشي زعما قال جاوي ولا، واللي يخرج مع الصباح يدعي له ديجاك اللي دار هذاك البخور. في الليل واش يديروا؟ يعاودوا البناويت ينقيوه ويلعبوا فيه البقالة، تعرف البقالة، وهنا مكتوب بالفضة، مكتوب عز الدنيا بالمال وعز الآخرة بالأعمال. هذا فاس وي تاع النوار، وي كانوا يديروا فيه الورد زمان. هذا حاجة كبيرة كاع فضة ومكتوب كاع بالفضة. ميم الكتيبة تاعهم هما كانوا، حتى الكتيبة عندها واحد الشارم. هنا مكتوب مصابرة ظفرة، ومن بعد من جدة وجدة، ومن بعد نهبط شوفي مصابرة ظفرة من جدة وجدة، نهبطوا لتحت نبداو منا. شوفي بالشكر تدوم النعم كلها، صبر ظفر من جدة وجدة، بالشكر تدوم النعم كلها. كانوا فنانين حتى في الكتيبة تاعهم. Nous avons quitté M. Sahnoun qui continue toujours à exercer ce métier par amour à ces objets précieux. Il nous a fait voyager à travers le temps en nous relatant l'histoire de chaque objet. On a le plaisir de recevoir notre premier invité, Azdine Gerfi. Bonjour Azdine. Bonjour Nour. Comment ça va? Merci de l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation ce matin. Alors vous êtes président de l'association des Amis de Madrassen. Juste pour rappeler à nos chers téléspectateurs qui nous regardent ce matin ou en rediffusion ce soir, ce qu'est le monument de Madrassen. Avant tout, c'est un mausolée, donc numide datant du 4e siècle avant Jésus-Christ, situé en Algérie dans les Aurès, plus précisément dans la commune de Bouima, dans la wilaya de Betna. Donc il est le plus ancien mausolée royal antique conservé d'Afrique du Nord, et d'après des historiens médiévaux, il tirait son nom d'un roi de Numidie, donc Medris. Medresse, oui. Medresse, voilà. Oui. Alors pourquoi ce symbole pour votre association, Azdine? Eh bien, comme vous venez de dire, que c'est le plus ancien monument d'Afrique du Nord. Et sa symbolique est beaucoup plus profonde parce qu'il y avait un État maghrébin à l'époque. Et ce que représente ce monument, c'est qu'il y avait des institutions, c'est-à-dire de l'époque, il y avait un État fort pour
c'est-à-dire construire des monuments de ce genre. Et pour répondre aux historiens coloniaux qu'il y avait un peuple avant l'invasion romaine et qu'il y avait que ces peuples maîtrisaient l'architecture pour faire ce genre de monument, maîtrisaient les mathématiques et puis l'influence qu'il y a sur ce monument, par exemple, on peut trouver des gorges égyptiennes, aussi des corniches grecques. Et là, on dit que ce peuple était ouvert au monde, qu'il y avait un échange, que ce n'était pas un peuple cloîtré comme ils l'ont toujours dit. Et puis, ça porte le nom de votre association, l'association des Amis de Madrassen. Voilà, et l'association des Amis de Madrassen, lui, il représente un petit peu le patrimoine algérien et spécialement le patrimoine de l'Aurès. Alors, j'imagine que vous, en tant qu'association, tout simplement, j'imagine qu'il y a tout un travail que vous faites sur le terrain pour préserver ces vestiges, j'ai envie de dire. Oui, alors l'association, elle a été créée en 2011 et elle travaille pour la valorisation et la préservation du patrimoine de l'Aurès d'une manière générale. Et puis, ce travail continue depuis des années pour arriver maintenant à un des objectifs de l'association, c'est la création de ce fameux parc de système oasien. Voilà. Et bien sûr, ça c'est à la demande du ministère de la Culture qui a fait la demande, et l'association a accompagné le ministère pour monter le dossier de ce parc. Mais avant qu'on arrive là, il y a plusieurs actions qui ont été menées en partenariat avec toutes les institutions qui ont un lien direct avec bien sûr le patrimoine, que ce soit le ministère de la Culture ou la direction des parcs, qui nous ont accompagnés depuis plusieurs années à expliquer la particularité de cette région, qui est une région qui s'étale sur presque 3900 km², qui est une région qui est sur deux wilayas, Batna et Biskra, et qui est étalée sur 20 communes, 12 à Batna et 8 à Biskra. Et la particularité de cette région, c'est qu'elle est traversée par 3 grands oueds, voilà, et qui prennent leur source généralement dans les monts, soit à Chélia, soit à Metlili, et qui vont le long des vallées, que ce soit la vallée Ghazramellal, Ouad Labiav, ou la vallée de Ouad Abdi, ou la vallée de Kantara. Là, dans ces vallées, il y a un mode de vie spécifique. Il y a un système, c'est-à-dire les gens sont adaptés c'est-à-dire quand même à un climat quand même assez rude, et ils ont pu construire, c'est-à-dire des villages. Ils ont pu adapter c'est-à-dire l'agriculture avec une agriculture étagée, et ils sont appropriés cet espace. Et là, ils ont fait bien sûr naître une architecture particulière, avec les matériaux locaux, et c'est ça qui fait que cette région a une spécificité, c'est-à-dire par rapport à d'autres régions. Alors, Monsieur Azdine Guerfi, ce classement des Aurès comme parc naturel et culturel, un classement par le ministère de la Culture, on le rappelle encore une fois, mais qu'est-ce que cela implique pour vous? Plus de moyens, plus de protection? Alors, ce classement, d'une part, c'est-à-dire, les gens ne savent pas, c'est que, bien sûr, après l'indépendance, c'est que les universitaires ont négligé ce patrimoine ancien. Et la majeure partie des archéologues ou des anthropologues, etc., ont été formés beaucoup plus par l'université coloniale, sur un petit peu le patrimoine romain et même le patrimoine islamique. Mais le patrimoine amazigh a été en quelque sorte délaissé par les pouvoirs publics durant presque 50 ans. Et la prise de conscience n'est venue que tardivement, depuis 20 ans, que les gens disent attention, attention, ce patrimoine est aussi important, parce que ce patrimoine est aussi ancien, parce que même les historiens anciens
dont Procope parlait déjà de ces fameux greniers collectifs, parlait de ces villages perchés sur les vallées, parlait aussi des Aurès comme une citadelle imprenable qui est protégée par des murailles. Alors les gens qui connaissent qu'est-ce que c'est les Aurès, c'est un quadrilatère de 100 km de côté, qui représente à peu près 11 000 km². C'est énorme. C'est énorme. Mais qui est protégé par des citadelles, c'est-à-dire des murailles naturelles. Comme une sorte de fort. Voilà, exactement. Et là, une grande partie des conquérants ont évité, parce que ça fait peur. Et ont toujours évité, et c'est comme ça que la population a pu garder, bien sûr, sa langue, ses traditions, ses habitants en terrasse, son habitat, son agriculture en terrasse, etc. Et c'est ça qui fait la spécificité de cette région. Ces régions ont été déjà classées en 2002 sur la liste indicative du patrimoine mondial, et nous, on est là pour travailler encore, pour faire un classement futur sur la liste du patrimoine mondial, pour préserver la spécificité de cette région qui véhicule plusieurs valeurs, dont des valeurs sociales, des valeurs bien sûr scientifiques, des valeurs naturelles. Oui, tout à fait. Alors, est-ce qu'on peut visiter les Aurès aujourd'hui ou ce n'est pas très prudent ? Non, pas du tout. Les Aurès sont ouvertes. Il n'y a aucun danger, absolument. Je peux rassurer tout le monde que les gens sont accueillants. C'est une question qui revient de temps à autre. Non, absolument pas. Absolument pas. Effectivement, il manque un peu d'infrastructure, mais ce projet va aider les gens. Par rapport aux ruines, bien sûr, le fait que ce soit un peu dégradé, etc., qu'il y a un risque de... Non, pas du tout. C'est une zone, effectivement, c'est un parc où on peut faire de très grandes randonnées, on peut découvrir on peut rentrer dans les oueds et sortir d'un lieu, on peut rester dans le canyon et faire 15, 20, 25 km de randonnée. C'est des paysages féeriques, c'est magnifique. Et puis l'avantage, c'est que autour de ce parc, il y a une concentration exceptionnelle de monuments. Oui. Alors, autour du parc, au pied du parc, il y a le Tingad, au pied du parc, il y a l'Ombès, au pied du parc aussi, il y a le tombeau du Medrassen, au pied du parc, il y a Zana, etc. Et à l'intérieur du parc, on peut visiter ce qu'on appelait les oasis de montagne. C'est ça la particularité de cette région, c'est que c'est des oasis qui sont à 500-600 mètres d'altitude. Alors c'est exceptionnel. Oui. Et la particularité aussi de cette région, c'est que, une partie par exemple de Oued Labiouf, c'est que c'est une région où les habitants sont semi-nomades. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont des habitations dans les vallées et ils cultivent dans des terres sur la face sud du Jbel Ahmar Khaddou. Voilà. Alors cette spécificité de population semi-nomade donne qui est unique presque au monde. Alors que les gens ne savent pas, et c'est ça l'intérêt, c'est-à-dire des scientifiques pour ce type, c'est-à-dire de population. Et les recherches se poursuivront, j'imagine. Oui, mais ce parc va ouvrir, bien sûr, des chantiers pour la communauté scientifique, pour expliquer l'intérêt, c'est-à-dire que l'intérêt sur le plan architectural, l'intérêt sur le plan social, etc. Voilà, c'est cette ouverture, le classement de ce parc va ouvrir un peu la recherche sur cette région. Et puis, il y aura aussi des retombées économiques sur la population. Oui. Parce que le fait on va encourager l'investissement, mais sans, bien sûr, pas de grands investissements. Maintenant, on va... Sans modifier, bien sûr, toute la structure, ni les habitudes des personnes. Préserver l'architecture, etc. Ça va beaucoup plus vers un habitat, par exemple, un tourisme chez l'habitant, des maisons d'hôtes adaptées, etc. Mais ça ne va pas être des grands hôtels. Et c'est ça la répercussion qui va être sur la population, bien sûr. Les gens vont aménager leurs anciennes maisons d'hôtes, d'autres vont cuisiner, d'autres vont faire l'artisanat, on va tout lancer
une microéconomie spécifique à cette région. Et c'était une bonne nouvelle. Merci beaucoup Azdine Gerfi. Donc, je vous conseille d'aller visiter cet endroit, ces vestiges, donc les Aurès qui ont été classés récemment comme parc naturel et culturel, donc par le ministère de la Culture. Alors, ce n'est pas les Aurès, c'est les systèmes aurasiens de l'Aurès. Aurassien, voilà, Aurassien, voilà, très bien. Merci d'avoir été avec nous, Azdine Gerfi. Je rappelle que vous êtes président de l'association des Amis de Medrassem. Medrassem, bien sûr, le plus ancien mausolée conservé d'Afrique du Nord. Merci beaucoup. Merci, c'est moi. Belle journée à vous. Bien, nous restons toujours dans les Aurès avec cette fois de la musique Chaoui. C'est le groupe Iwel. On revient juste après. بس النقر سنسوق جريسة تشفي ذنشة تشفي ذنشة أحمد 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 Une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les maths à faire. Comme promis, nous allons parler des examens de fin d'année. Oui, c'est la période, les examens arrivent à grands pas. Le premier, eh bien, c'est le BEM, enfin le deuxième après la cinquième, donc c'est le BEM qui se déroulera donc ce mardi 15 juin, suivi bien sûr du baccalauréat à partir du dimanche prochain. En tout cas, le ministère de l'Éducation a dévoilé le calendrier d'examen de fin de cycle pour les 3 paliers session 2021 prévus ce mois-ci. Et pour en parler, qui de mieux que Moussa Abbès, bonjour. Bonjour madame. Merci d'être avec nous ce matin. Merci à vous de m'avoir invité. C'est normal. Alors, vous êtes inspecteur central au niveau du ministère de l'Éducation. À l'approche du BEM et du baccalauréat, bien, le ministère de l'Éducation a mis en place un programme spécial et des moyens ont été mobilisés. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Alors, les examens officiels, c'est un rendez-vous annuel important pour les parents, pour les candidats, mais aussi pour le ministère de l'Éducation nationale, qui met en œuvre chaque année un dispositif très important de par sa taille et précis, rigoureux aussi, de par les dispositions prises en cette occasion. Oui. Important par la taille parce que nous avons, par exemple, pour l'examen du primaire, nous avons eu plus de 850 000 candidats. Oui. Pour l'examen du BEM, nous allons avoir plus de 640 000 candidats et pour l'examen du bac, nous allons avoir plus de 730 000 candidats. Quant aux dispositions, nous avons des dispositions sanitaires, oui, des dispositions pédagogiques et des dispositions réglementaires. Donc il y a eu des règles strictes en matière de respect du protocole sanitaire qui ont été mis en place. Tout à fait, tout à fait. On met en place à l'occasion des examens officiels un dispositif sanitaire, un protocole sanitaire validé par le ministère de la Santé à travers le comité scientifique. Nous avons 4 stations. Une station pour l'accueil des candidats, une station pour la prise de température, le contrôle de température, une station pour la fouille et l'inspection, pour les affaires non autorisées dans le site, et puis une dernière station pour l'identification des salles de classe. Oui. Ça, c'est avant l'examen. Pendant l'examen, nous avons des dispositions, des mesures sanitaires préventives qui consiste dans
en termes de recommandations données aux candidats. D'abord, le port du masque obligatoire pour les candidats, pour les surveillants, pour les professeurs, pour l'encadrement administratif, le secrétariat. Nous avons des mesures de distanciation, 1 mètre de distance au moins entre les élèves, entre les tables par exemple dans les salles d'examen, une mise à disposition du gel hydroalcoolique pour pouvoir se désinfecter régulièrement et à chaque fois les mains. Et surtout le nettoyage des salles d'examen après chaque période, en fin de matinée et en fin d'examen en fin de journée. Et puis une aération régulière des salles aussi, une désinfection des locaux par des agents désignés à cet effet. Alors, dans le cas, monsieur Abbès, dans le cas où il y a un enfant, un élève, un écolier, un futur bachelier, j'espère, est suspecté de contracter la Covid-19, est-ce qu'il se verra justement refaire son année parce qu'il ne pourra pas passer l'examen ou en rattrapage ou comment ça se passe? Non, pas du tout. Alors, la prise de température permet de détecter des cas suspects, même si il s'avérait par la suite qu'ils ne sont pas malades, qu'ils ne sont pas atteints de Covid. Donc, on a une température de 37 degrés. Si on détecte une température de 37 degrés sous la supervision du médecin, le candidat est diagnostiqué, contrôlé par le médecin. Oui. Ensuite, il est mis dans une salle aménagée pour justement ces cas, pour accueillir ces cas. Il va, il va passer l'examen dans une salle isolée des autres candidats. Même si généralement les enfants sont asymptomatiques. Pardon? Même si les enfants sont asymptomatiques généralement. Pas de symptômes alors, de manière générale. Oui, je ne sais pas sur ce plan-là est-ce qu'ils sont asymptomatiques, mais en tout cas, nous avons quand même, on peut avoir des symptômes qui peuvent se révéler être pertinents pour diagnostiquer un cas suspect. Ça peut être une température élevée, ça peut être de la toux, ça peut être une transpiration, je ne sais quoi. Ouais. Alors, c'est Moussa pas mon Abbès, domaine de spécialité. Tout à fait, tout à fait. Alors Moussa Abbès, en matière d'encadrement, j'imagine que tout ce protocole sanitaire assez strict, drastique qui va être mis en place, eh bien, requiert la mobilisation de plus de personnel. Tout à fait. Alors, à l'occasion justement de l'année exceptionnelle liée à la pandémie, les chefs de centre ont exceptionnellement le droit d'avoir un adjoint du centre pour affecter spécialement pour le volet sanitaire en termes de prévention et de suivi des candidats. Alors, quand est-ce que vous pensez que les établissements scolaires, que ce soit écoles ou les lycées, pourraient reprendre un rythme normal, c'est-à-dire un rythme avant la pandémie? Tout dépendra, là pour l'année scolaire 2021-2022, tout dépendra de la situation sanitaire et des décisions prises par les autorités habilitées. En tout cas, le ministère prévoit un plan A, qui est celui d'une reprise normale des cours, et un plan B au cas où on venait à poursuivre, disons, les mesures exceptionnelles prises cette année. Ça va être des plans d'apprentissage adaptés, un horaire en fonction du dispositif à l'occasion de la pandémie. Très bien. Est-ce qu'il y a des nouveautés auxquelles on doit s'attendre pour la rentrée prochaine, de nouvelles classes, de nouveaux établissements qui seront livrés, justement pour essayer d'alléger quelque part les classes en termes d'effectifs? Chaque année, il y a effectivement une ouverture d'établissements dans les trois. Ce sera plus que jamais d'actualité, je pense. Chaque année, il y a une ouverture, il y a un suivi par les directions habilitées de l'ouverture et de l'équipement pour l'année d'après en fonction de l'avancement des travaux et en coordination avec l'Iwlaya par exemple et les ministères des... Très bien. Alors, inspecteur Abbès, parlons à présent du déroulement de cette année scolaire qui prendra très bientôt fin, donc ce mois de juin. Est-ce que les résultats sont à la hauteur des attentes de la tutelle? Alors, les résultats, on ne les a pas encore eus parce que l'examen du brevet va avoir lieu à partir du 15 pour 3 jours jusqu'au 20 et l'examen du bac à partir de... On peut avoir une petite idée par rapport aux trimestres qui ont été quelque peu survolés, les cours se sont faites en ligne. C'est pas évident pour tous les enfants de suivre
une formation pareille? Absolument, absolument. À l'occasion de l'année exceptionnelle, nous avons mis tout en œuvre pour qu'une scolarité, entre guillemets, normale ait lieu. Il y a une adaptation des plans d'apprentissage, un accompagnement par des cours télévisés, un accompagnement par des cours de l'Office national d'enseignement à distance. Tout ça, c'est un dispositif complémentaire pour donner, disons, les meilleurs moyens aux enfants de suivre à la fois en classe, en présentiel et à distance. Maintenant, pour les examens, le ministre lui-même a donné instruction pour que les contenus des épreuves n'abordent que les contenus abordés en présentiel, en classe avec les enseignants. Et il y a des équipes actuellement en quarantaine, entre guillemets, c'est-à-dire en isolement total dans les sites de l'Office national des examens, qui veillent à ce que justement ces épreuves soient conformes aux instructions de Monsieur le ministre, c'est-à-dire qu'elles ne contiennent pas des questions qui ne sont pas abordées en classe en présentiel. Tout à fait. Merci Moussa Abbas, merci d'avoir été avec nous, merci pour tous ces détails, ces informations. On souhaite bien sûr bon courage à tous nos écoliers, à tous nos lycéens qui, on l'espère, seront futurs bacheliers. Je rappelle que vous êtes inspecteur central au niveau du ministère de l'Éducation. On vous souhaite une très belle journée. Merci à vous. Merci. Petite coupure musicale à présent, plutôt rigolote avec cette chansonnette que nous avons tous chantée étant petits. Il s'agit de la chansonnette Ritati Sarira, mon petit chat. Et vous verrez, c'est pas grave, nos prochains invités seront bien contents de l'entendre cette chansonnette. En tout cas, tout de suite. À tout de suite. Et on accueille nos deux dernières invitées, Yasmine Bencharef ainsi que Haïfa Arzaghi. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous Yasmine. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Alors, Haïfa Arzaghi, vous êtes docteur vétérinaire et présidente de l'association BCHE. BCHE, donc Billy pour la compassion, l'humanité ainsi que l'empathie. Yasmine Bencharef, vous êtes étudiante vétérinaire et bénévole au sein de cette même association BCHE. Merci d'avoir accepté l'invitation encore une fois. Alors, déjà, pourquoi ce nom Billy? Billy, c'est une histoire derrière. C'est le nom d'un chien, d'un caniche, d'une amie, une personne qui nous tient énormément, Madame Choubeila. Oui. Son caniche, il est décédé il y a quelques temps. Donc, quand on a décidé de créer l'organisme, elle nous a dit que vous pouvez ajouter le nom de Billy. Et tant mieux, parce que l'Arabia, il y a le mot Bara'a. On a BCHE et Bara'a. S'il n'y avait pas le Billy, mais avec Billy, ça tombe bien. Ah bah c'est une bonne nouvelle en tout cas, une histoire qui dure depuis plus de 15 ans. On était sous le mouvement Rifq. Voilà, on était sous le mouvement Rifq, on faisait des sauvetages, de la sensibilisation, c'est la même chose qu'aujourd'hui, rien n'a changé. Voilà. Aujourd'hui, quand on voit que des actes aussi, pour moi c'est des actes monstrueux que certaines personnes ont envers des animaux, eh bien vous êtes là pour protéger ces animaux-là, pour dénoncer dans un premier temps. On dénonce la maltraitance, on essaie de sensibiliser plutôt. On dénonce plus la maltraitance par les pics UP, parce qu'ils exécutent les animaux par électrocution, ou les abattages, ou bien les empoisonnements. Voilà. C'est incroyable. Et malheureusement, on essaie de dénoncer ça. Pour dénoncer des maltraitances individuelles, personnelles, mais on ne le fait pas pour le moment. Mais en plus, si on arrive à faire comprendre à ces établissements, à l'APC, qu'on peut faire autrement, ça sera déjà avec l'APC de Bousmaïl. Normalement, il y a un projet. Parce qu'eux, ils ont une petite galoufa à l'intérieur. On a vu les cages d'électrocution. Et peut-être on va leur rendre un centre de stérilisation. Justement, on parlera de la galoufa tout à l'heure. Alors, généralement, vous occupez de quels animaux en particulier? Des chiens, des chats? Avant, on s'occupait des chats et des chiens errants. Malheureusement, les gens n'ont pas compris pour les chats errants le concept. Les chats errants, c'est pour les chats qui sont errants. Ils sont à l'extérieur, ils n'ont pas pu vivre, c'est-à-dire soit une portée, la maman est morte. Mais là, ils nous ont découragés. Ils vous ramènent leurs propres chats, c'est ça? Des chats domestiqués. Des chats domestiques, ils sont arrivés au point où leur chatte, quand elle est gestante, ils la mettent dehors, ils prennent en photo, ils nous disent qu'on a trouvé une chatte gestante. Aïe, aïe, aïe. C'est-à-dire, on ne peut pas recueillir tous les chats. On a un terrain qu'on loue très très cher. Donc, on peut pas recueillir. Donc, je leur avais dit, vu qu'il y a plein de groupes maintenant, je leur avais dit, tiens, il y a plein de groupes, donc ils peuvent prendre en charge. Moi, je vais prendre en charge les chiens. Pourquoi les chiens? Parce que parfois, les chiens, ils n'ont pas à être dans une ville.
comme la capitale, en dehors de la capitale, c'est normal. Donc, on les récupère parce que quand ils voient un chien, ils voient des chats. Quand ils voient des chiens et des chats, ils vont tout prendre. Oui. Donc, c'est une façon de protéger les chats. Oui, voilà. Tout à fait. Donc, on essaie les chiens errants. Alhamdoulilah, ça se passe bien. Avec les chiens errants, ils sont magnifiques. Avec nos portes ouvertes le vendredi, c'est juste génial. Génial. Alors, est-ce que vous parlez justement de l'aspect financier? Donc, votre terrain que vous louez, c'est très cher. Ça revient, il y a beaucoup d'argent qui est dépensé. Beaucoup. Et je suis toujours en dette. Je suis toujours en dette. Parce que j'aurais aimé avec cet argent de faire autrement. Mais pour compter, tu ne demandes pas à l'État. Oui. L'État, j'allais vous demander, est-ce que vous êtes soutenu par certaines institutions ou certains organismes? Je fais, il y a mis à part la conservation des forêts, ou Ishra, non. D'accord. L'établissement c'est l'occasion d'en savoir. La conservation des forêts, la sensibilisation pendant des mois, ils sont géniaux. Oui. L'établissement Ishra, restauration, ils nous laissent des déchets. Ça n'a rien à voir. Parce que chaque organisme, il y a des gens qui veulent le changement. C'est ça la différence. L'autre, non. Donc, tu ne demandes pas à l'État un terrain, mais je suis réaliste. L'État, comme tu me dis, terrain, on est plus de femmes bénévoles qui travaillent sur terrain. Tout à fait. Alors Yasmine Benchara, vous êtes étudiante en vétérinaire, donc membre bénévole de cette même association, donc BCHE, Billy, pour la compassion, l'humanité et l'empathie. J'adore le nom. J'adore le nom. Alors une association qui lutte pour la protection des animaux. On n'entend pas beaucoup parler, malheureusement, de ce genre d'association. Comment ça se fait? هي في الحقيقة كانت هيفا هي لا بروميير. Oui. Les gens كانوا يعرفوا سي هيفا سي الرفق كانوا يعرفوا le mouvement الرفق. Mais après بداو chaque fois des groupes, des pages, des nouvelles pages, des nouveaux groupes et après ça la division. Du coup ما ولاوش يسمعوا بها على au lieu de نتحدوا كامل في une seule association اللي تكون كبيرة les gens كامل en parlent. Alors, mais ça, les divisions, c'est ça le truc. Et ça aide la Galoufa. La Galoufa, elle se sent plus forte. Elle se nourrit quelque part de cette division, malheureusement. Voilà, c'est juste un hashtag. Pour le faire, ما تفهموش على le hashtag. Voilà. واحد تقول لهم ما ديرش commentaire, ما يديروا لك les commentaires. Ça sert à rien de. C'est ça, mais يسمعوش قلت لهم. On voit justement votre page Facebook. Il faut pour lutter, quel que soit pour la cause animale, pour n'importe quelle cause qu'on y tient. Il faut واحد يثقف روحه. Tout à fait. Et puis être à l'ère numérique, aujourd'hui l'information circule très rapidement sur la toile, via les réseaux sociaux, les hashtags par exemple, c'est un simple exemple. Les hashtags c'est très important, mais malheureusement ils font des choses mal, mais tout à fait. Alors Haïfa Rezaghi, donc vous êtes en pleine campagne de sensibilisation contre la rage. On peut en savoir plus? Alors c'est United Youth Against Rabies. Le premier lieu c'est pour les enfants, ce livre. تريد صديقا كن صديقا. Si tu veux être un ami, sois un ami. Oui. Donc, les livres, on a besoin de distribuer au maximum d'enfants. Et on fait de la sensibilisation sur la rage. Et aussi, on fait des campagnes de vaccination gratuites. Pour le moment, c'est les gens qui viennent chez nous. Oui. Et on vaccine gratuitement leurs chiens. Tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a une épidémie de rage qui sévit actuellement? Je ne peux pas dire épidémie, on zoti parce que la rage, comme quand épidémie, c'est la boubée. On ne peut plus entendre ce mot. Voilà. Donc, il y a une معروف أكثر, c'est تزوز الصيف. ودرك il y a eu le cas de rage في العفرون. Malheureusement, il n'y a pas d'enquête. Normalement, qui te un cas. Un seul cas de rage. Normalement, on a déjà une photo du chat. Oui. محطوطة. On le voit. Tout le monde voit le chat. Est-ce qu'ils disent la recherche? Est-ce que c'est un chat qui ken toujours ou là il était abandonné là-bas? Oui. C'est des recherches. Tracer son parcours. Il n'y a pas d'enquête. Pour moi, normalement, étant que vétérinaire, peut-être citoyen, en tant que vétérinaire, je n'ai pas eu d'alerte. Oui. Normalement, chaque chat, chien, a la rage, il est positif à la rage, il a des SMS. Le secteur a fait. Oui. Déjà, les clients de cette région-là, vous savez, il faut qu'on vaccine. Voilà. Il faut rebooster la vaccination pour les chats ou les chiens vaccinés.
Alors la vaccination contre la rage, vous la faites systématiquement au niveau de votre association? Automatique. Même on l'a fait gratuitement. Les gens ils viennent, ils jouent leur chien, on vaccine. Bien sûr, on parle bien de chiens, chats errants, hein. C'est pas domestiqué. Voilà, c'est errant. يجيبوا لنا وكاين يجونا domestiques. Donc احنا بشوي عندنا نعلموهم les bâtards كحنا نعيط لهم وطنيين. On essaie que les gens voilà, on essaie منين جاو من الوطن. هم يعيطوا المغاربه يقولوا بلدي. يا اخي حنايا وطني ما كاش ماشي بغير بلدي. دونك من بعد هذيك حنايا on essaie de parler de la stérilisation. درك حنا لي فيمال كنا باسكو لي الجيريان عندهم طبيعه une portée que ça soit chat ou chien. La femelle يرميوهم les femelles يخليوا le mâle عندهم. Oui. Ce qui fait on se retrouve avec 90% de chiens. Ah là, ouais, je vois. Et هذو les chiens il faut les stériliser. Oui, tout à fait. C'est un budget. فهمتيني مع الاخر دونك mais il faut que je conseille les gens qui ont des chats على الاقل يساعدونا باسكو سا ساريان درك اللي طاعي شافت لويو قالت لهم لازم نديروا عندهم لو بوت تاع زيرو غاج 2030 واش قالت لنا 9 سنين 2030 je vois rien. Ça commence dès maintenant à la petite échelle bien sûr au niveau des associations. Mais ils ne nous contactent pas malheureusement, ils ne nous contactent pas. On les a contactés, on leur a donné des idées. Mais malheureusement, on sent qu'il n'y a pas de retour. Alors, vous avez justement lancé une démarche d'adoption de chiens. Voilà, on a les portes ouvertes les vendredis. Oui. Donc, les gens peuvent venir visiter l'abri, ramener de la nourriture pour nous, parce que ça fait pique-nique, ça, c'est trop sympa à l'intérieur. D'accord, donc c'est quelque sorte mettre placer des animaux en famille d'accueil. En famille adoptive. Accueil غير يقعدوا عندي. Accueil غير يقعدوا عندي. Mais adoptive des familles adoptives يديو علينا les chiots, احنا on donne plus les mâles. حيفرحوا الغاشي que je leur dis les mâles ماشي يحب les femelles sont meilleures. Juste que on attend jusqu'à l'âge de 6 mois pour les stériliser parce que تقدر يدي واحد كلبه وما عندنا des Algériens عندهم طبيعه. كي يشوفوا كلبه كحله وحمراء berger allemand. Ah d'accord, alors que خرج راسها الوغ لا كي نخسر فيه نقول له كيفاش تخرج راسها رحم والديك يقول لك يخرج راسها دونك on fait plus confiance on garde les chiens حتى l'âge de 6 mois. Tout à fait. Alors Yasmine Ben Sharef, vous êtes bénévole, vous avez d'autres bénévoles qui sont avec vous? Oui, au début vous étiez toute seule. Oui. Donc ça fait 15 ans que vous êtes avec Haïfa. Non, parce que avant l'abri, j'avais pas le droit de ramener des gens. Oui. Parce que كانوا في الحواش. D'accord. C'était moins cher, mais là c'est plus cher mais je peux ramener des gens. Donc vous étiez la première, vous êtes toujours avec elle. Aujourd'hui, vous êtes combien de bénévoles au sein de cette association? On a à peu près 15, 16, ça va. Mais qui me dit, j'étais étonnée qu'on est وحدي parce que je croyais que la chaîne a de la vraie. On كانوا يستناو surtout. Généralement, dès qu'il s'agit d'animaux, bien c'est déjà attendrissant. Donc. كنت نستنى la promo كاع تاعي راهي تما هكذا. C'est la seule vétérinaire. La seule vétérinaire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme profil à part vétérinaire? درك كاين les artistes, ça va. كاين avocat, parce que حنا باش نقول لهم يدخلوا باش يديروا البينيفولا il y a des certificats en ligne. L'éducation sur la rage. باش يديروا éducateur sur la rage. هذا تاع le GARC Global Alliance Rabies Control. Donc chaque bénévole, il يحب يعود bénévole, il passe le certificat هذا. D'accord. Et vous avez plusieurs profils. En même temps, c'est une sorte de thérapie de s'occuper d'animaux. Oui. Même, généralement, on dit pour les cardiaques, pour les gens qui ont des problèmes cardiaques, de recommander d'adopter un chat. Voilà, un chat, un chien. Tout dépend du cas de l'enfant, le cas de la personne. Les hyperactifs, il leur faut un animal plus calme. Tout dépend. C'est d'arriver la zoothérapie, c'est une formation. Et il y a beaucoup de travail. Inch'Allah, il y a des zoothérapeutes. J'ai édité mon premier livre en 2013. La zoothérapie, c'est juste pour initier les gens. Parce que c'était ma thèse, initier les gens sur la zoothérapie, faire moi comme début, il va choisir le secteur, son domaine. Voilà. Très bien. Est-ce que vous avez des retours d'animaux, des gens qui adoptent un animal et qui au final, ça ne leur convient pas trop, on m'a dit qui rejoignent l'animal, je comprends. Mais l'abandonner sur la route, non? L'abandonner, là. Qu'il y a des retours, c'est bien là, parce que avec nous sommes en Algérie, nous vivons en famille. Oui. هذا وليد عم المشكل كي يديو من عندنا وطني البطار وليد عمو يجيب بارجي يقول له علاه تخسر على البطار خليو البارجي
Donc ça fait un conflit familial à la race. Oui. Vous imaginez. Ça reste un être vivant. Hein. Ils jouent des familles يبكوا, hein, le papa, la maman, les enfants يبكوا. نقول لهم ça fait rien, l'essentiel كبرتوه اللي نقصتوا لهم. هكذا نطلع لهم المورال. نطلع لهم المورال نقول لهم راكم vous l'avez sociabilisé وكاع. وكاين اللي يجوا avec des motifs باينه تما هذوك اللي نزعف. نقول لهم soyez correct ما تجيبوليش دي موتيف تاع خرطي الكلب ما ينبحش. ما اخر نقول لها معليش الكلب ما ينبحش ما يعش نقول لها بصح سرقوك تقول لي لا هي قلت لها كي سرقوك قولي لي بلي ما يعش سما دي سي جوست جو كومبرون بلي واحد اللي لوغا بروبوزي ان chien de race et c'est malheureux. Et puis ils sont souvent à la recherche d'un certain style de chien. Au final celui qu'ils ont pris ne leur convient plus du tout. Ouais, on a des chiens de race راهم في l'abri, ils ont été abandonnés après 10 ans, 15 ans parce que ils aimaient pas vraiment les chiens. Ils aimaient la race. كي تبدلت la forme تاع le chien ولا ما عادش rentable في la reproduction et ben عندنا وحده من جده لها 18 ans ولا plus. Tout à fait. Alors est-ce que justement est-ce qu'il y a des histoires d'amour quelque part avec les chiens? اسمها ضحكت درك ما فهمتش اسكو دخلت زنقت الهبال ولا عندي كلمه سميتها هيفا. هيفا d'accord. Je pense que vous êtes atteinte, c'est bon. Je passe à Yasmine, merci, c'est plus prudent. On est en direct. سميتها هكذا كي خسرت فيها جو سي با قلت لهم او ميم طون الوغ كي كنت برا لا c'est pas un compliment. non au contraire parce que quand on est sûr de soi oui. Donc oui non je suis d'accord je vais titiller. Donc لا نخليهم هما كي يكونوا منرفين باسكو انا شويه عراشه نعيط عليهم الوغ كي يكونوا منرفين على بالي هيفا ارواحي يقول لهم خليهم يعيطوا La pauvre, elle subit avec vous. Je plaisante. Vous êtes bon délire, donc je me permets de. Non, bien sûr. Là, il y a des trucs donc très bien, très bien. Alors, Haïfa, est-ce que votre association est présente ailleurs qu'à Alger? Pas encore. مازال ما عقيتش ما نكذبش عليك جاتون كو لي جون بيان هي كاين تيبازا دكتور مقبل وي مي سينو ايور ما كاش. D'accord. Voilà, docteur, l'avocate, maître Moqbel, Est-ce que donc vous comptez justement attirer plus d'adhérents pour grandir un peu plus et pour vous faire connaître à travers toute l'Algérie? Oui, bien sûr, on aimerait bien, mais là, qui m'a قالت Yasmine, qui joue le terrain, il n'y a personne. Oui. C'est toujours comme ça. On attend châtrine et de comment ils يخدموا معاهم. Très bien. Alors Yasmine, Haïfa, en ce moment, c'est à la mode, c'est les concours de beauté pour animaux. Est-ce que vous avez pensé à en organiser? Nous, on viendra couvrir. Hein. Ah, ils sont beaux, gars. Non, mais il y a bien un concours de beauté, il y a des critères, il y a le poids, il y a la qualité du poil. Mais gars, c'est pour les chiens de race. Mais c'est pas grave, vous pouvez innover. Il y a la toilette maintenant, c'est pas réservé aux chiens de race, c'est aux chiens de race. On peut aussi. Ils sont très joueurs. Hein. Ils sont très joueurs. Je vous invite à venir vendredi. Alors, dites-nous, c'est tous les vendredis, c'est ça? De 9h à 15h. C'est où exactement? C'est à Belota. Belota. Voilà, ils nous appellent pour leur donner l'endroit au juste. Ils viennent en famille. D'accord. Si on a un animal, on peut le ramener? Un chien, non, tout dépend. Il est juste 48 heures il a qu'un sauvetage. Il faut qu'il passe par la page. Oui. Il a une traçabilité. D'accord. Il a qu'un plus de 48 heures il donne une décharge, il n'a aucun droit sur l'animal. Oui. Parce que le chien, on a 48 heures, on trouve un adoptant, mais ah bah oui, justement. Ah bah on s'y attache souvent à cette créature. Donc, l'attachement 48 heures, il est ton chien. Très bien, il faudrait faire justement les concours de beauté, le dressage aussi. Ça commence on fait des trucs spéciaux. D'accord. Par exemple, l'éco-dog walking. Oui. Ah bah c'est génial. Dernièrement, Yasmine elle a proposé à CSC. Ils ont fait l'éco-dog Dogathlon. Très bien, donc c'est un concours. Très bien, en tout cas. Voilà. En tout cas, on se rendra vendredi du côté de Belota. Promis, non, franchement promis. Promis. Super. Je viendrai toute la semaine là. Très bien, merci Yasmine Belcharaf, merci d'avoir été avec nous. Donc je rappelle que vous êtes bénévole vétérinaire au sein de l'association BCHE, donc Billy, pour la compassion, l'humanité et la compassion. Merci à vous, Mine, merci Haïfa Rezaghi. Donc vous êtes docteur vétérinaire et présidente de cette même association. On espère vous revoir très bientôt. Inch'Allah. Très belle journée à vous en compagnie de vos petites créatures. Merci donc, beaucoup de succès à vous également. Merci à vous, amis du matin, de nous avoir suivis depuis ce matin. Donc je vous retrouve demain pour un nouveau numéro de votre Bonjour d'Algérie. Restez donc suivre les programmes de Canal Algérie. À demain, portez-vous bien, très belle journée à vous.
nebunește, știe că mă nebunește, nici nu m-a mai sunat. Și-a schimbat numărul și a plecat. مغبون عليها لا تفكرها يتلف لي الراي راني خايف لا ليام الطبول